Dans les collines d'Azerbaïdjan, des gisements de pétrole laissent filtrer du gaz vers l'extérieur et il s'enflamme spontanément. Tout près, une flamme sacrée, symbole de pouvoir divin, brûle depuis 1000 ans dans un temple zoroastrien. Au XXe siècle, le mystérieux fluide noir qui nourrit cette flamme a transformé le monde. En 1991, après sa défaite dans la guerre du Golfe, le dictateur irakien Saddam Hussein a fait mettre le feu aux champs de pétrole du Koweït. Au cours de ce siècle, le pétrole a apporté beaucoup de bienfaits à la société moderne. Mais il a également été responsable de conflits économiques, de luttes politiques et de guerres. Il doit maintenant faire face à un nouveau défi, la prise de conscience de l'importance de l'environnement. Tchernobyl a illustré les horreurs et les dangers de l'énergie nucléaire. De la même façon, la guerre du Golfe va souligner les vrais coûts de l'économie du pétrole en mettant en relief ses effets sur l'environnement, sur la santé de l'homme et son implication dans les guerres. C'est le pétrole qui a amené Saddam Hussein au Koweït et c'est le pétrole qui l'en a chassé. Le grand vaincu de la guerre du Golfe semble avoir été l'environnement. La guerre est finie, les feux sont éteints, mais chaque jour aux États-Unis, on brûle une quantité équivalente d'essence dont les fumées s'évacuent par les tuyaux d'échappement des voitures. C'est le pétrole qui a créé la ville de Los Angeles et l'industrie la plus importante au monde. Au soleil couchant, Los Angeles est une ville dorée. Elle est construite sur une mer de pétrole. Mais nous ne le faisons pas brûler religieusement. Nous l'utilisons comme énergie pour faire avancer nos voitures. Le rêve américain, c'est la société hydrocarbure. Et au centre, on trouve une voiture qui avance. Je suis Roger Kennedy, le directeur du Musée national de l'histoire américaine. Et comme tous les Américains, je suis drogué à l'automobile. Les automobilistes américains parcourent 3 milliards de kilomètres par an. Bonjour, je m'appelle Errol Smith et je suis en train de faire quelque chose que j'adore, conduire ma voiture. Quelque part dans le monde, une nouvelle voiture quitte la chaîne de montage toutes les 3 secondes. Je m'appelle Laura Coulson, j'écris, je suis actrice et je travaille aussi dans un hôpital. Je me trouve en ce moment sur une autoroute de Hollywood. Assez de voitures prennent la route tous les jours pour provoquer un embouteillage de 500 km de long. Et chaque jour de l'année, on produit pour 1,3 milliard de dollars de pétrole brut. Depuis son bureau du 42e étage, le président d'Arco, la 5e compagnie pétrolière américaine, gère un budget de 18 milliards de dollars par an. Mais Arco n'est qu'un rouage dans l'industrie qui domine le monde moderne. On a appelé le XXe siècle le siècle du pétrole. Il a provoqué des guerres entre des pays qui voulaient en contrôler la production. Il a procuré des revenus énormes à certaines nations, leur permettant de jouer un plus grand rôle politique. Le pétrole affecte notre vie quotidienne. Il s'est infiltré dans les sociétés du monde entier. Le pétrole est la sève de l'économie. Il nous fournit les plastiques, les produits chimiques, les engrais
et il nous permet de nous déplacer. La moitié du pétrole utilisé aux États-Unis est destinée aux automobiles. Cette énorme consommation s'explique par la plus étrange histoire d'amour de notre temps. Les gens qui ne sont pas d'ici ne peuvent pas le comprendre. Mais en Californie, vous êtes votre voiture. Il faut en avoir une. C'est une nécessité de base. Exactement comme une brosse à dents. Impossible de s'en passer. J'aime le sentiment d'indépendance et de liberté qu'une voiture me donne. Cette voiture fait autant partie de ma vie privée que mon salon. Je sais que je contribue à la pollution, au smog de la ville, mais je ne pourrais jamais faire ce que j'ai à faire tous les jours si je dépendais des transports en commun. J'utilise d'énormes quantités d'essence. Et je suis conscient qu'à chaque fois que je prends ma voiture, la terre que j'habite s'appauvrit davantage. L'air est moins pur. Le sol est plus sale et l'espace habitable de cette planète devient moins accueillant. Après 1940, a débuté ce qu'on peut appeler le siècle américain. Il projetait une image du bonheur où la voiture jouait un rôle absolument essentiel. La liberté de mouvement, l'intimité, le luxe d'une voiture. Hollywood a fait la promotion de la voiture et de la liberté qu'elle vous apporte dans le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est également à Hollywood qu'on s'inquiète le plus pour l'environnement. Et c'est le problème le plus brûlant que les politiques auront à résoudre. Dans la région de Los Angeles, le smog est le pire de toute l'Amérique. Les Californiens ont été les premiers à réaliser qu'ils empoisonnaient l'air qu'ils respiraient. Ils ont donc fait voter des lois pour y remédier. Aujourd'hui, la Californie est à l'avant-garde d'un combat pour l'environnement. Quand nous nous pencherons sur les années 1990, nous nous rendrons certainement compte que les législateurs californiens ont exercé une influence aussi grande que les ministres de l'OPEP pour déterminer l'avenir de l'industrie du pétrole. De nouvelles lois très sévères prévoient que dans 10 ans, 10% des voitures neuves ne devront plus polluer du tout. L'État de Californie représente un marché automobile tellement important que tous les constructeurs doivent en tenir compte. Quelle ironie que ce soit ici, dans la ville magique, qu'on invente une nouvelle manière d'utiliser l'énergie afin de protéger l'environnement. Et cela pourrait même sonner le glas de l'époque du pétrole. L'une des conséquences de cette prise de conscience écologique ne se traduit pas seulement par des actions concrètes, mais aussi par des actions tout à fait symboliques. C'est ainsi qu'en vue des côtes californiennes, on trouve des plateformes pétrolières qui ressemblent à des îles tropicales, avec des cascades et des palmiers. Lorsque les compagnies effectuent des forages près des côtes, elles se sentent obligées de dissimuler leur présence. Au large de Los Angeles, Arco a transformé une plateforme pétrolière en île de rêve. C'est la version industrielle de la chirurgie esthétique. Mais il y a un prix à payer. Il est maintenant pratiquement impossible de creuser un puits dans la plupart des régions des États-Unis. On estime à 13 milliards de barils le pétrole qu'il serait possible de pomper près des côtes américaines et que l'industrie n'a pas le droit d'exploiter. La Californie se soucie de son environnement, mais dépense plus d'essence en une journée que l'Allemagne ou le Japon. Depuis tout petit, je voulais posséder une jolie voiture de sport rouge. Et maintenant que je l'ai, je ne crois pas que je pourrais vivre sans elle. Mon cœur bat plus vite quand je vois une voiture aux lignes élégantes.
quand je vois un bolide. Homme du pétrole et propriétaire d'un ranch, Robert Anderson est une légende dans l'industrie pétrolière. En semi-retraite, il a créé une compagnie de 100 millions de dollars pour ne pas perdre la main. L'homme qui a exploité les riches gisements de l'Alaska prévoit des changements dans l'industrie qu'il connaît bien. L'industrie du pétrole est virtuellement en état de siège. L'incident Exxon Valdez a amené la crise à un paroxysme. C'est le genre de problème qui traumatise l'industrie parce qu'il pourrait arriver à chacun d'entre nous. La marée noire de 1989, provoquée par le pétrolier Exxon Valdez, est une date noire dans l'histoire du pétrole. Exxon a dépensé des milliards de dollars pour réparer les dégâts et faire face à des poursuites judiciaires. Les dommages causés à la vie sauvage et à la vie marine de l'Alaska ont ému l'opinion publique et galvanisé les mouvements écologiques. Le résultat est que la côte américaine est devenue une course d'obstacles pour l'industrie pétrolière. On ne peut transporter du pétrole de l'Alaska jusqu'à la côte ouest de la Californie qu'en se conformant aux lois sur l'environnement. Et le nombre de ces lois n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Pour transporter du pétrole du golfe Persique à la côte est des États-Unis, un armateur doit satisfaire un bon millier de règlements différents. Les hommes du pétrole sont devenus les méchants. Nous produisons une substance qui pollue l'atmosphère et tout le reste. Mais d'un autre côté, nous le faisons uniquement parce qu'il y a une demande du public. Je n'ai aucune confiance dans les compagnies pétrolières. Nous venons d'avoir une guerre à cause du pétrole. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, de même que leurs bénéfices. Nous avons connu des marées noires et il faut en subir les conséquences. Cette situation n'est vraiment pas normale. Nous avons des besoins en essence de plus en plus importants. C'est ce qui empêche la lutte contre la pollution d'aboutir. Anything happening in Russia? Well, you might tell me a little bit about what's happening in China today. Is Walter back yet? Popular notion that La croyance populaire attribue un énorme pouvoir politique aux compagnies pétrolières américaines. C'est très exagéré. Moi, je pense qu'on peut comparer notre industrie à la statue qui orne mon bureau. Elle a été très endommagée par les années et c'est ce qui nous arrive. Malgré ce que semblent penser les consommateurs, le prix de l'essence aux États-Unis n'a jamais été aussi bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'industrie pétrolière a perdu 300 000 emplois en 10 ans. Robert Anderson est du même avis. Les hommes du pétrole ont pourtant été derrière la puissance économique et militaire des États-Unis depuis plus d'un siècle. Mais leur jour de gloire semble appartenir au passé. Les Japonais utilisent l'expression « industrie crépusculaire », ce qui annonce sa disparition derrière l'horizon. L'industrie américaine est nettement crépusculaire. Chaque année, notre production décline. C'est actuellement la plus faible depuis 50 ans. Et l'industrie mondiale va péricliter de la même façon avec 10 ou 15 ans de retard. Il n'y a pas si longtemps, les États-Unis étaient les plus gros exportateurs de pétrole. Ils sont maintenant obligés d'importer 45% de ce qu'ils consomment. Et ce chiffre va augmenter. Il y a 10 ans, un homme du pétrole pouvait être critiqué, mais c'était un personnage important. Aujourd'hui, il se tient sur la défensive. Il réalise que les États-Unis, qui ont vu naître l'industrie pétrolière, la rejettent. Le résultat, c'est qu'on assiste à une migration de cette industrie vers d'autres pays qui sont heureux de l'accueillir. Le pétrole fournit au moins 95% des recettes totales du Nigeria. Les lobbies de l'environnement pourraient nous créer un grave problème. S'ils arrivent à persuader divers pays d'utiliser moins de pétrole, le Nigeria verra ses revenus chuter et cela se traduira par une catastrophe économique.
Le Venezuela et certains autres pays producteurs sont évidemment confrontés au problème de l'environnement. Mais nous devons aussi avoir des buts réalistes. Si nous agissions selon les critères de certains écologistes, cela causerait de graves problèmes économiques. Une forêt vierge mexicaine à des centaines de kilomètres du plus proche village. Ce coin d'Amérique centrale pourrait se trouver n'importe où dans le tiers-monde, où l'on essaie de découvrir et de mettre en valeur de nouveaux gisements de pétrole. Ici, on ne parle pas espagnol, mais un dialecte indien. Les ouvriers qui travaillent pour la compagnie pétrolière nationale ouvrent un chemin dans la forêt. Il est destiné aux géologues qui pourront venir prospecter. C'est la catastrophe si on n'a pas de pétrole, parce qu'on manque alors de liquidités pour pouvoir se développer. Et c'est également la catastrophe si on a du pétrole, parce qu'à ce moment-là, on a de l'argent pour se développer, mais 25 ans plus tard, il faut payer le prix fort à cause de l'environnement. Beaucoup de pays en voie de développement ont besoin d'argent liquide. Pour eux, le pétrole, c'est de l'or qu'on peut rapidement mettre en banque. C'est pourquoi ils se lancent dans la recherche de gisements sur leur territoire. La découverte de pétrole se traduit par des emplois et de l'argent pour ces ouvriers et pour leur pays. Dans les années 70, les pays du tiers-monde continuaient à considérer les compagnies pétrolières étrangères comme des colons exploiteurs. Cela est en train de changer. Il y a 20 ans, les pays producteurs reprenaient le contrôle de leurs propres ressources et l'industrie mondiale du pétrole se retrouvait dominée par divers nationalismes. Aujourd'hui, le changement est total. Du Vietnam au Venezuela, les pays s'ouvrent à une industrie internationale. C'est exact. J'avais participé à la nationalisation de nos champs de pétrole. Mais la semaine dernière, c'est également moi qui ai négocié des contrats avec un certain nombre de compagnies afin de remettre en production des gisements vénézuéliens. La boucle a été bouclée. Il est certainement ironique de constater que c'est le Vietnam qui offre aujourd'hui les meilleures conditions aux compagnies pétrolières. Et à travers toute l'Amérique latine, des compagnies internationales font leur réapparition. Elles apportent leurs connaissances, leurs technologies et leurs capitaux dans ce qui était jusque-là des industries nationalisées. Parmi les plus importantes compagnies pétrolières mondiales, on trouve celles du Venezuela, du Mexique, d'Arabie Saoudite et du Koweït, qui sont toutes nationalisées. Elles possèdent la plus grande partie des réserves mondiales et elles font concurrence aux grandes sociétés internationales. La hantise d'une pénurie ne se profile plus à l'horizon. On est maintenant certain qu'il reste au moins 1 million de milliards de barils dans les réserves mondiales. Au rythme actuel de notre consommation, elle devrait couvrir nos besoins pendant 50 ans. Les majors restent l'élément principal de l'exploitation des champs de pétrole. La plus importante d'entre elles est Shell. Nous sommes présents dans plus de 100 pays. Chaque année, des problèmes surgissent dans un ou deux de ces pays. Nous avons l'habitude des guerres civiles, des coups d'État, etc. Nous nous accommodons du bon et du mauvais. Si on sait bien placer ses pions, on arrive toujours à survivre. Les 2/3 des réserves mondiales se trouvent au Moyen-Orient. Au cours des premières semaines de 1991, le monde entier comprit brutalement qu'outre les engins de guerre, il existait aussi l'arme pétrole.
La guerre du Golfe fait déjà partie de l'histoire. À 3 heures de voiture de Hollywood, ces Marines sont en train de revivre leurs exploits pour une mini-série télévisée. Mais ces mêmes hommes et ces mêmes tanks étaient en première ligne lors de l'opération Tempête du désert. Lorsque les Irakiens ont envahi le Koweït, j'étais en train de dîner avec mon collègue américain. Quand nous avons appris la nouvelle, nous sommes allés tous les deux au Conseil de sécurité où nous avons pu juger de la gravité de la situation. C'était l'époque où on essayait d'établir une loi internationale et cette action de Saddam Hussein l'enfreignait brutalement. À la façon dont la guerre a été conduite sur le terrain, il était facile de comprendre qu'elle était liée au pétrole. Gunner, coax, 2 sets of troops. Left troops first. Come left, come left, come left. Identify, fire! On the way! Target right troops. Au départ, j'ai cru que la guerre du Golfe rendrait les Américains plus sensibles au déclin de la production dans leur pays. Pendant le conflit, les réserves mondiales étaient suffisantes. Mais si nous continuons à réduire la production aux USA, nous aurons de moins en moins la possibilité de protéger les champs de pétrole étrangers. La guerre du Golfe a montré une fois de plus combien nous dépendons du pétrole. Si l'Arabie saoudite avait également subi une invasion, les conséquences auraient été dramatiques pour notre économie. L'Arabie saoudite, le Koweït et l'Irak se seraient retrouvés aux mains d'un seul homme. Le pétrole a encore une importance stratégique. La guerre du Golfe a mis en relief un fait inquiétant. À l'origine, l'OPEP avait la possibilité de mettre en réserve 4 ou 5 millions de barils par jour. Depuis un certain temps, environ 18 mois, nous n'avons pas pu constituer de réserve. Au cours des premiers mois de la crise du Golfe, l'absence de pétrole irakien et koweïtien a fait augmenter les prix considérablement. Mais ils ont de nouveau baissé quand d'autres producteurs ont augmenté leurs quotas et mis davantage de pétrole sur le marché. Les pays producteurs ont compris qu'ils avaient intérêt à s'entendre avec leurs clients de l'Ouest. Aucun vent de panique ne souffla sur les pays industriels, pas même sur le Japon. Il y a tellement de pays producteurs dans le monde et les marchés sont si bien organisés que personne, ni Saddam Hussein ni l'OPEP, ne peuvent plus utiliser efficacement le pétrole comme une arme. Je m'appelle Archie Megro. J'habite à Tokyo et j'adore conduire. Le Japon manque de ressources naturelles et surtout de pétrole. Cela le rend très vulnérable en l'empêchant de contrôler son propre avenir. Nous avons perdu la Deuxième Guerre mondiale et notre politique de croissance militaire est devenue une politique de croissance économique. Arrivé à ce stade, nous avons besoin de pétrole pour poursuivre dans cette voie. Le pétrole est le sang du XXe siècle. C'est très simple. Personne ne peut imaginer sa vie sans le pétrole. Naohiro Amaya a écrit que le XXe siècle avait été l'âge du pétrole. La puissance du pétrole en a fait aussi le siècle américain. C'est le pétrole qui a permis à l'Amérique de vaincre le Japon au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Après la guerre, le Japon voulait imiter les Américains et leur civilisation du pétrole. Et bien d'autres étaient fascinés par leur mode de vie. Les Européens et les Japonais ont réussi à marcher sur leurs traces. Les Russes, les Chinois, les Africains n'y sont pas parvenus. Naohiro a fait plus que quiconque pour persuader les Japonais de ne pas faire reposer toute leur stratégie économique sur le pétrole. Il a réussi à convaincre son gouvernement que le règne du pétrole arrivait à sa fin et que le prochain siècle serait celui de la connaissance. Les Japonais sont un bon exemple d'un pays qui a très peu de ressources en hydrocarbures, mais qui a su les utiliser au mieux, tout comme il a su diversifier ses sources d'énergie en s'orientant notamment vers le nucléaire. Le Japon s'est également efforcé de perfectionner la haute technologie et une véritable révolution électronique y a vu le jour. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Une société économe de l'énergie y est née, et c'est peut-être ce genre de société qui va émerger après l'âge du pétrole. Nous ne pouvons pas nous libérer complètement du pétrole. C'est impossible malgré le développement de la haute technologie. Il nous en faut toujours une certaine quantité. Mais dans une certaine mesure, la technologie nous permettra évidemment de faire des économies d'énergie. Le Japon est le deuxième importateur de brut après les États-Unis. Son énergie est toujours basée à 57% sur le pétrole. Les Japonais ne le savent que trop bien. Leur prospérité durement acquise s'évanouirait rapidement si d'autres nations les empêchaient de se procurer le précieux liquide. Chaque pays dont l'économie dépend des importations de pétrole brut se doit de diversifier ses sources pour garantir sa stabilité économique. De cette façon, il pourra mieux faire face à une crise éventuelle, comme celle des années 70 ou plus récemment la guerre du Golfe. Aujourd'hui, de nombreux Japonais regardent du côté des vastes territoires de l'ex-Union soviétique. Géographiquement, la Sibérie est proche du Japon. Elle pourrait remplacer avantageusement le Moyen-Orient, si instable. Certains croient que l'argent japonais et le savoir américain sauront mettre en valeur les richesses en pétrole et en gaz naturel de la Sibérie de l'Est. Si aujourd'hui vous faisiez un tour du monde pour poser aux responsables de l'industrie pétrolière et particulièrement aux géologues la question suivante, quelle est la partie du monde qui vous intéresse le plus? Leur réponse à tous serait l'ex-Union soviétique. Dans les faubourgs de Moscou, les commissaires et les apparatchiks déménagent, et les hommes du pétrole venus de l'Ouest prennent leur place. Les dachas des anciens chefs du parti sont maintenant occupés par leurs vieux ennemis. Il y a peu de temps encore, la quantité des réserves de pétrole soviétiques était un secret d'État. Mais depuis 3 ou 4 ans que la situation a changé, on a pu faire une estimation et on pense que les gisements de l'ex-URSS peuvent se comparer à ceux de l'Arabie saoudite. Seulement, l'exploitation en est beaucoup plus difficile et coûteuse. Mais il s'agit néanmoins de l'un des plus vastes dépôts au monde. C'est très agréable de revenir dans un pays d'où on a été chassé il y a longtemps. La Russie était en fait le deuxième berceau de l'industrie pétrolière, après les États-Unis. C'était le berceau d'une industrie non américaine. Nous avons naturellement été jetés dehors en 1917 et 75 ans plus tard, nous sommes de retour. C'est toujours ce qui arrive à la fin. En Sibérie, il fait 40 degrés en dessous de zéro. C'est du Texas que sont venus les premiers derricks. Et cette aventure américano-russe a été financée par des capitaux américains.
Nous sommes les seuls ici parce que nous avons été les premiers à tenter l'aventure. Les autres attendent prudemment pour voir si on va réussir. Beaucoup d'autres compagnies suivront notre exemple. Il y aura un investissement massif en Sibérie. C'est l'économie de la Russie qui est en jeu et l'avenir du pays. Dans la mesure où White Knights réussira, des capitaux supplémentaires seront investis pour développer leur industrie pétrolière et ce sera vital pour l'économie. Pendant des années, le développement du pays a été freiné par les circonstances politiques. Maintenant, la dernière frontière barrant la route au capitalisme a été ouverte. On va pouvoir développer la production dans l'une des grandes régions pétrolifères du monde. L'industrie du pétrole a l'habitude de s'aventurer dans des pays où il existe des risques politiques. Mais il serait difficile d'affronter une situation plus confuse que celle qui règne dans la Russie d'aujourd'hui. La croissance est freinée par l'incertitude, le manque de stabilité politique, le manque de capitaux et l'impossibilité de répondre à la question « Qui est le responsable? Avec qui est-ce que je passe un contrat ?» De plus, il faudrait être sûr que le contrat soit respecté. White Knights, la seule compagnie à creuser de nouveaux puits en Sibérie, a dû interrompre ses opérations. Une nouvelle loi fiscale rendait l'entreprise peu rentable. L'incertitude politique handicape lourdement l'exploitation du pétrole russe. Nous nous demandons sérieusement si l'ancienne Union soviétique va pouvoir passer le cap des 10 prochaines années sans qu'éclatent des incidents graves. Est-ce que cet énorme territoire va se diviser en plusieurs États? Et que va-t-il se passer avant qu'on ait réussi à éclaircir la situation des gisements de pétrole? Ils sont à un carrefour où il est possible d'emprunter soit une route dangereuse, soit une route sûre, politiquement et économiquement. J'espère pour eux qu'ils vont choisir la bonne route. La réponse pourrait venir d'un mariage entre les capitaux de l'Ouest et les ressources russes. Mais les moscovites veulent être certains qu'ils profiteront d'une partie des bénéfices réalisés. On raconte l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui s'est arrêté dans une station-service de Moscou. Comme d'habitude, seulement 2 des 6 pompes fonctionnaient. Ils ont été bloqués dans une longue queue de voitures et sont arrivés 2 heures en retard à leur propre réception de mariage. Il y a beaucoup plus en jeu ici que la prospérité matérielle. Le passage pacifique vers la démocratie demande une économie solide. Et ici, cette économie dépend du pétrole et du gaz naturel. Le pétrole joue le rôle d'un filet de sécurité ou d'un plancher solide. Malgré ses ressources naturelles, la Russie souffre de difficultés économiques, mais sans le pétrole, ce serait une véritable catastrophe. La Russie demeure le plus important exportateur de pétrole du monde. Mais son industrie dépassée est sur le point de s'effondrer. Les champs de pétrole offrent l'exemple de la mauvaise gestion russe. Au cours des 5 dernières années, la production a baissé de 30%. Par manque d'entretien, 20 000 puits ne sont plus en service. Partout règne le gaspillage et l'inefficacité. Et l'industrie compte maintenant sur l'argent de l'Ouest. Ça va être très difficile parce que je crois que l'infrastructure est devenue inexistante. Les pipelines sont percés, l'outillage tout à fait dépassé et la production en chute libre. La première chose à faire est d'essayer de ramener la production à son ancien niveau en utilisant le vieux système. À Bakou, le berceau de l'industrie pétrolière russe, les installations du 19e siècle fonctionnent encore. Rien n'a pu survivre dans ces lacs, où il n'y a plus que du pétrole. C'est l'une des grandes catastrophes écologiques révélées après la chute du communisme.
Le pétrole s'échappe de 60 000 km de pipeline en triste état. Certains pensent que ce drame écologique correspond à 400 fois l'accident de l'Exxon Valdez. Les membres de Greenpeace craignent que le boom du pétrole qui se prépare fasse encore empirer cette situation dramatique. S'il a lieu, le boom du pétrole qui s'annonce ne sera qu'un volet du programme d'expansion de l'industrie à l'intérieur de nouvelles frontières. Ils ont l'intention d'exploiter tous les gisements qui existent et nous devons les en empêcher. 36 compagnies pétrolières attendent à Moscou le moment de venir ici pour tirer profit de dépôts estimés à 100 milliards de barils. Vont-ils faire beaucoup mieux? Ce pétrole n'est pas biodégradable, il s'infiltre dans les nappes phréatiques qui l'empoisonnent de produits chimiques dangereux. C'est la course contre la montre pour empêcher que ce drame ait lieu. Il faut choisir un futur différent, abandonner le pétrole et se diriger vers d'autres ressources d'énergie avant d'avoir complètement dénaturé l'environnement pour les générations à venir. Ce sont les habitants de la région qui ont souffert le plus. L'industrie pétrolière russe a pollué de vastes espaces de leurs forêts et de leur toundra. White Knights se préoccupe de l'environnement ici en Sibérie comme il le ferait dans n'importe quelle région des États-Unis. La toundra est très fragile. Les lichens mettent 30 ans à pousser et nous ne souhaitons pas que notre présence sur le terrain ait des effets négatifs. L'équipe russe qui a creusé des puits à Radouzny, en Sibérie de l'Ouest, a détruit les terrains de chasse du peuple Khanty. Aujourd'hui, leurs nouveaux partenaires américains essaient de les rallier à leur cause. C'est ainsi que la société hydrocarbures contamine un village sibérien. Des motos des neiges fonctionnant à l'essence remplacent les troupeaux de rennes décimés par l'industrie pétrolière russe. Selon les chiffres même du gouvernement russe, l'espérance de vie d'un homme Nensky habitant la péninsule Yamil, une vaste région de la Sibérie de l'Ouest, a baissé de 15 ans depuis qu'on a commencé à exploiter le pétrole et le gaz. C'est donc la preuve que cette industrie est meurtrière et si on n'empêche pas un nouveau rush sur le pétrole, ces gens vont encore souffrir davantage. Les compagnies pétrolières occidentales doivent faire face à ce grave problème écologique. Ils utiliseront des technologies nouvelles et seront beaucoup plus sensibles aux problèmes de l'environnement. Il y a une différence entre les personnes qui prennent aujourd'hui les décisions dans ces compagnies et celles qui les prenaient il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'accordait aucune considération aux problèmes de l'environnement. Aujourd'hui, les décideurs savent que c'est une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Il peut même arriver qu'ils partagent les valeurs écologiques. Et dans le cas contraire, ce sont leurs enfants qui leur rappellent que c'est une notion qu'on ne peut plus rejeter et qu'il faudra toujours prendre en compte à l'avenir. Pour les membres de Greenpeace, la consommation de pétrole de Sibérie et d'ailleurs met notre planète en danger. J'ai moi-même recherché du pétrole. J'ai été géologue pendant 11 ans. Je comprends tout ce qu'il y a d'excitant là-dedans. C'est comme, par exemple, aller à la chasse ou essayer de trouver de l'or. Mais ce n'est qu'une fausse illusion. On sait aujourd'hui qu'en continuant dans cette voie, en pompant davantage de pétrole et en le brûlant, on joue à un jeu dangereux avec le climat. Et ce qui se passe en Sibérie ne donne qu'une faible image de ce qui arrivera dans le tiers-monde quand l'industrie pétrolière va s'y développer.
La rapide expansion de Mexico en a fait la plus grande ville du monde. C'est aussi la ville la plus polluée. Les chanteurs mariachi chantent le pétrole. Leur chanson dit que c'est un cadeau du diable. Ici, l'air est tellement pollué qu'on raconte que des oiseaux migrateurs sont morts d'avoir survolé la ville. On regarde la ville de Mexico, embouteillage, pollution, et on se demande si on n'est pas tous pris au piège. Si chaque ville se met à ressembler à Los Angeles, Dieu nous vienne en aide. Si l'on songe au marché de l'Asie du Sud, qui comptera 500 millions de personnes avant longtemps, ou au marché chinois, et si l'on imagine que ces gens pourraient avoir une voiture pour 2 familles, alors la quantité d'essence consommée et la pollution affecteraient sérieusement l'environnement. C'est dans le tiers-monde qu'on assiste à la plus grande progression de la consommation. Elle a été multipliée par 2,5 depuis 20 ans et elle pourrait de nouveau doubler au cours des 20 prochaines années. Et ce n'est rien. Imaginez que chaque Chinois soit possesseur d'un scooter. On aurait demain une crise de l'énergie. Un quartier défavorisé dans la banlieue de Mexico. Les gens y vivent dans la pauvreté, mais pas sans voiture. Le monde idéal pour l'Amérique latine, c'est un mauvais film américain plein de voitures et de biens de consommation, surtout des boîtes de Coca-Cola et des télévisions. Cela crée des besoins dans les masses populaires. Les gens croient que ça en impose de posséder une télévision ou une voiture, même s'il n'y a pas de route. Le pétrole est toujours considéré comme le plus court chemin vers la société de consommation. Les conséquences écologiques possibles apparaissent distantes et peu importantes à ceux qui rêvent de la prospérité occidentale. Il ne sera pas possible de dire aux habitants du tiers-monde de ne pas exploiter leurs gisements pétroliers en leur expliquant que c'est pour leur propre bien. Ils n'écouteront pas et ils feront tout ce qui peut les conduire vers la prospérité. Nous avons de tels problèmes de malnutrition, de pauvreté, de santé, d'instabilité politique qui pèsent lourdement sur la vie des gens qu'il faut d'abord essayer de résoudre ces problèmes-là avant de s'attaquer à ceux de l'environnement. Et je ne pense pas qu'on va s'en préoccuper avant 20 ou 30 ans. Il est vraisemblable que la fin des années 90 va voir une confrontation nord-sud. Les problèmes de l'environnement seront de plus en plus pris au sérieux au nord, y compris par les politiques, tandis que le sud se concentrera toujours davantage sur sa croissance économique. Ils auront les mêmes possibilités de développement que le nord a connues et ils en auront bien besoin à cause de leur forte natalité. Le nord veut garder son statu quo, le sud veut le changer. En résumé, le nord dit au sud, vous ne pouvez pas vous développer de cette façon. Tant pis pour vous. Mais le Sud réplique, nous nous développerons, nous continuerons à polluer. La démocratie ne peut pas exister dans un océan de pauvreté. Il faut donc d'abord s'attaquer à la pauvreté. Mais il faut également régler les problèmes écologiques.
C'est une grave question qui s'adresse à la sagesse humaine. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Les progrès de l'informatique ont transformé le monde en un grand village, et tout un chacun veut adopter notre style de vie et notre façon d'utiliser le pétrole. Mais si cela arrivait, ce ne serait pas supportable. Les problèmes politiques et économiques, ceux de l'environnement et de la pollution, feraient exploser le monde, et c'est ce qui va obligatoirement conduire à développer de nouvelles formes d'énergie, l'énergie high-tech du futur. C'est la Californie, l'État le plus célèbre d'Amérique, qui a perfectionné un style de vie aux hydrocarbures. C'est finalement la technologie qui va dire combien de temps cela durera. La situation ne m'apparaît pas désespérée. La société du pétrole a accumulé d'énormes richesses. On pourrait les redéployer si la volonté politique de créer une autre société était assez forte, une société utilisant des énergies nouvelles et possédant davantage de self-control. Nous l'avons déjà fait. Nous ne sommes pas aussi bêtes. Ça demande beaucoup d'intelligence de trouver du pétrole et de l'exploiter. Cette intelligence peut être mise au service d'une autre forme d'énergie. Les voitures construites avant 1970 polluent énormément. Un seul de ces gouffres à essence peut causer autant de pollution que 100 voitures modernes. Les nouveaux modèles font continuellement des progrès. Les voitures américaines récentes utilisent 50% d'essence en moins et il existe déjà des alternatives à l'essence. Des voitures électriques, comme ce prototype japonais, deviendront peut-être des modèles courants. Mais auparavant, il faudra résoudre d'importants problèmes techniques et économiques. En attendant, au cours des 10 dernières années, grâce à des voitures et à une essence moins polluante, le smog a été réduit de 25% à Los Angeles. L'idée que le carburant transitoire sera le gaz a tendance à gagner du terrain. En ce qui concerne les compagnies pétrolières, dans bien des cas, la moitié de leurs réserves est constituée de gaz naturel. Davantage de véhicules rouleront au gaz. Et certains disent qu'au XXIe siècle, on ne parlera plus d'industrie du pétrole et du gaz, mais plutôt d'industrie du gaz et du pétrole. Les voitures roulant au gaz polluent moins et les majors sont devenus de gros producteurs de gaz naturel. En Californie du Sud, les voitures de la Poste et des compagnies privées de distribution du courrier font l'expérience du gaz. Mais beaucoup de technologies nouvelles sont d'un prix de revient très élevé, tandis que l'essence reste bon marché, abondante et efficace. Il n'y a pas d'alternative au moteur à combustion interne, pour l'instant du moins. Et il est très difficile d'en imaginer une, surtout pour le transport. L'essence et le kérosène pour les avions sont des carburants particulièrement efficaces. Le pétrole et le gaz seront toujours des industries importantes dans 50 et peut-être même 100 ans. Et nous serons encore là. La technologie a beaucoup évolué depuis que le premier puits de pétrole a été creusé. Aujourd'hui, c'est l'éveil aux problèmes écologiques qui inspire un vaste ensemble d'innovations. L'avenir va être marqué par une concurrence entre diverses techniques et des milliards de dollars seront investis pour arriver à un résultat. On parle de la fin de l'âge du pétrole depuis bien longtemps. Moi, je prédis qu'il va se poursuivre encore une bonne partie du siècle prochain, où avec le gaz et le charbon, il continuera à fournir le monde entier en énergie. Et c'est l'énergie qui permet d'avoir une bonne qualité de vie. Les gens en profitent. C'est ce qui leur permet d'apprécier les bonnes choses de l'existence. Finalement, ce qu'avait dit un homme d'État anglais il y a 40 ans est toujours valable.
Le royaume des cieux est régi par le mérite, mais le royaume terrestre est régi par le pétrole. Il y a beaucoup de smog à Los Angeles, et ça m'inquiète comme tout le monde. Mais je dois admettre que quand je monte dans ma voiture, j'appuie sur l'accélérateur et je n'y pense plus. I get over it.